Les années 70, ça a l'air vraiment cool. Mais il y a un domaine où ça a totalement vrillé. Je ne donne pas des idées, c'est... Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans commence à vous déshabiller... Monsieur Maznev nous raconte qu'il s'amuse des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. Si on parle à l'avenir qu'on souhaite, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes. Philosophes, intellectuels, politiques, artistes, des milliers de gens très influents, dont beaucoup qui sont encore très influents aujourd'hui, ont pendant des dizaines d'années milité en faveur des relations intimes entre enfants et adultes. En gros, ils ont milité pour la... Aujourd'hui, on s'intéresse à un terrible scandale que beaucoup essayent de faire oublier. On se demande comment les relations intimes entre enfants et adultes ont été défendues et promues pendant près de 30 ans par autant de personnes influentes dans autant de médias. Qui ont été les plus grands défenseurs de ces crimes et quelles ont été leurs méthodes pour les banaliser? Alors malgré toute l'abomination des actes dont on va parler ici, je vais essayer de le faire de la manière la plus rationnelle et dépassionnée possible. Parce que bien que le sujet soit malaisant, lourd, terrible, il faut l'aborder d'une manière froide et factuelle, mais surtout, il faut s'y intéresser et en parler parce que ce sujet est encore d'actualité. Dans la vidéo, vous remarquerez que j'ai essayé de changer et de censurer le plus de mots possible que YouTube n'accepterait pas pour que la vidéo ne soit elle-même pas censurée. Le mot p a été systématiquement remplacé par prédation d'enfants ou juste prédateur. Mais malgré ça, bien entendu, la vidéo ne sera ni monétisée ni sponsorisée, à part peut-être par vous. Donc si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez gratuitement m'envoyer de la force en aimant, partageant, commentant la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Maintenant, si vous souhaitez m'aider à financer mon travail, je vous invite à vous rendre sur Tipeee pour me faire un petit don, même la plus petite somme est la bienvenue. Sachez que pour le coup, vous êtes mon premier sponsor et je manquerai pas de vous créditer à la fin de mes vidéos. Je vous mets le lien en description, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et sur ce, je vous laisse avec un scandale beaucoup trop ignoré aujourd'hui. On est début mai 1968 et ce gars, c'est Daniel Cohn-Bendit. Et s'il parle à la télévision, c'est parce qu'il vient de bloquer la Sorbonne avec d'autres camarades de l'université de Nanterre. Ici, nous occupons la Sorbonne. La Sorbonne, c'est l'une des plus prestigieuses universités de Paris et son blocage symbolise deux choses essentielles dans la suite des événements. D'une part, l'escalade du mouvement de protestation étudiant contre l'autorité de l'État et d'une autre, le passage d'un conflit étudiant à une crise qui va prendre des proportions nationales. Les manifestations qui ont lieu en cette fin printemps 1968 rassemblent énormément de monde. Au début, des milliers d'étudiants, avec en tête Cohn-Bendit, Danny le Rouge comme il se fait appeler, mais aussi des syndicats, des féministes et des millions de travailleurs. Pendant un mois, la France est en grève générale, mais dans tout ce beau monde, ceux qui vont le plus nous intéresser aujourd'hui, c'est eux. Pour la liberté d'opinion en France, demandez la cour du peuple. Eux, c'est des écrivains, des philosophes, des intellectuels, et sans eux, mai 68 ne serait pas mai 68. Ce serait au mieux une grande grève, comme la France en a le secret, mais certainement pas la grande révolution culturelle de mai 68. Pourquoi ? Parce que ces intellectuels sont non seulement populaires, mais aussi parce qu'ils vont mettre toute leur intelligence au profit de cette grève générale. Ils vont armer les manifestants non pas avec des fusils, mais avec des slogans. En quelques jours, les murs de Paris sont couverts de tags. Partout des slogans libertaires sont écrits en grosses lettres. On peut y lire « Il est interdit d'interdire »,« Sous les pavés la plage » ou « Il faut jouir sans entrave ». Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste? Pour comprendre, petit retour sur la France des années 1960. À cette époque, les mentalités n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. C'est banal que les mariages soient encore arrangés par les parents. Se mettre en couple et avoir des relations avec qui on veut, et surtout avant de s'être passé la bague au doigt, c'est hyper mal vu par à peu près tout le monde. Mais le pire, c'est peut-être à l'école, où les professeurs ne sont absolument jamais remis en cause, et ce, même quand ils frappent un élève. Vous avez le droit de vous moquer. Le modèle de discipline, c'est l'armée. Ça peut nous choquer aujourd'hui, mais à l'époque, l'autorité des adultes est absolue sur l'enfant, et la morale est religieuse, chrétienne, stricte, et juge violemment tous les comportements marginaux. Pour beaucoup de jeunes, ça les saoule cette discipline. Tout ce dont ils rêvent, c'est moins d'autorité et plus de liberté. Mais justement, plusieurs événements vont mettre un coup de pied là-dedans.
À la fin des années 60, le confort de vie des Français augmente énormément. Alors ça pour plein de raisons. Déjà, il y a du boulot de partout, ça paye. Et là où la plupart des familles dormaient à 5 dans la même pièce, des nouveaux logements sont construits dans toutes les grandes villes avec des toilettes, des salles de bain et des chambres individuelles, même pour les enfants. Alors aujourd'hui, ça peut paraître anodin, mais c'est un luxe de dingue pour l'époque. Et parmi toutes ces innovations, une est particulièrement révolutionnaire parce qu'elle va modifier les comportements intimes d'à peu près tout le monde. C'est la pilule contraceptive. Il est certain que maintenant, avec la mentalité actuelle des gamines de 16 ans, la pilule est absolument une chose merveilleuse. La pilule, vous savez sûrement ce que c'est. C'est un cachet qui permet aux femmes d'empêcher l'ovulation pour éviter une grossesse. Longtemps combattue par certains politiques et religieux de l'époque, elle est finalement autorisée en 1967 et change drastiquement le rapport à la sexualité des femmes, mais aussi des hommes. Avant, faire l'amour était synonyme d'avoir des enfants, tôt ou tard en tout cas. Avec la pilule, faire des galipettes, ça devient surtout un loisir. Bon, autant vous dire que ça plaît pas à tout le monde, l'église condamne fermement la pilule et considère que c'est une étape vers la dénatalité et la décadence. Pendant qu'au contraire, de nombreux intellectuels de gauche considèrent que c'est un formidable progrès et qu'il faut se débarrasser de cette morale conservatrice qui limite les libertés. Je veux témoigner dans la rue parce que je suis un intellectuel. Ok, maintenant que vous êtes un peu plongé dans l'époque, retour en mai 68 avec ces fameux slogans. Les slogans qu'écrivent les manifestants résument bien la pensée des intellectuels qui soutiennent le mouvement. Par exemple lui, sous les pavés la plage. Celui-là, il est particulièrement intéressant. Il veut dire que si on explose les pavés des rues, les rues représentant la société traditionnelle et quadrillée, ordonnée, eh bien en dessous, on aura la plage étant un état de nature déconstruit, mais aussi beau et agréable. Sous les pavés la plage, c'est une invitation au voyage et à la lutte. C'est une invitation à déconstruire la société pour revenir à quelque chose de moins ordonné. Et tenez celui-ci. Lui, il est plus simple. Il est interdit d'interdire, ou même il faut jouir sans entrave. Je crois que vous n'avez pas trop besoin de moi pour comprendre. En fait, ça veut juste dire qu'on fait ce qu'on veut et que personne ne devra avoir quelque chose à redire. Mai 68, c'est ça, c'est la jeunesse, la liberté, c'est un mouvement qui va envoyer toutes les normes, les valeurs, la morale au feu. À l'époque, il y a un journal communiste qui résume bien cette idée, c'est Mao Spontex. Il titre par exemple que tout doit être remis en question. Voilà, pour eux comme pour les leaders du mouvement, tout devait changer. En ce sens, mai 68 ne pouvait être qu'une simple grève, ça devait être une véritable révolution. C'était pas seulement pour avoir une semaine de congé de plus que les manifestants étaient dehors, mais c'était pour changer le monde. Alors sur le papier, effectivement, mai 68 n'a ni fait tomber l'État, ni le président. Oui, Charles de Gaulle est resté au pouvoir, donc comment peut-on parler de révolution? Eh bien on en parle parce que si l'on veut bien voir, mai 68 n'a peut-être pas fait tomber l'État, mais a opéré un changement radical dans la culture française. Mai 68, c'est bien une révolution, mais une révolution culturelle. Mais alors, qu'est-ce qu'il a autant révolutionné ce mouvement dans ce cas? Bah en vérité, à peu près tout. Alors je sais qu'aujourd'hui on s'en rend plus forcément compte, mais les changements en matière de morale, en matière de mœurs, en matière d'éducation qui sont dus à ce mouvement sont immenses. Tenez par exemple, la loi Veil qui légalise l'avortement. C'est un fruit de 68. La banalisation des relations hors mariage, c'est 68. L'acceptation de l'immigration africaine, de l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, la dépénalisation de l'homosexualité, la majorité à 18 ans et j'en passe, bah tout ça, ça vient des effets de mai 68. Je vous ai dit que l'origine de mai 68, c'était des étudiants en colère. En gros, ils en avaient marre d'être pris pour des personnes inférieures aux adultes, d'être considérés en somme comme des individus de seconde zone. De ce combat des jeunes contre la société, des philosophes comme René Scherrer ou Jean-Paul Sartre vont inclure cette volonté d'égalité entre jeunes et adultes dans le grand mouvement égalitaire de l'époque. Le combat égalitaire qui dit que la femme est l'égale de l'homme, que les ouvriers sont égaux aux patrons et que les personnes d'origines étrangères sont égaux aux Français blancs. Mais ces philosophes, à travers mai 68, ils vont faire une déduction logique. Ils vont inclure les enfants à ce combat égalitaire. Ils vont déclarer que les enfants doivent aussi être à l'égal de l'adulte. Sur le papier, ça tient à peu près la route, mais vous allez voir qu'en application, c'est hyper dangereux de penser comme ça. Mais avant, revenons sur les théoriciens de cette révolution culturelle. Les intellectuels et philosophes de mai 68 n'ont certes pas les mêmes idées, avec certains qui sont communistes, trotskistes, socialistes et même anarchistes, mais tous appartiennent à la même famille politique, la gauche. Pour eux, Marx était la référence absolue en matière de domination, et selon ce logiciel, les enfants sont comme les ouvriers, des opprimés, car ils vivent sous la domination des adultes. Et leur référence en matière de psychologie est le psychanalyste Sigmund Freud, qui considère lui que toutes les névroses viennent du même problème, la sexualité. Et il s'avère que justement, les seuls à être privés de sexualité,
bah c'est les enfants. C'est-à-dire que la morale officielle dit, c'est-à-dire l'enfant n'a pas droit à la sexualité, c'est-à-dire au plaisir. Il faut qu'il attende l'âge de la procréation, qu'il attende d'avoir fondé une famille, d'être responsable, ce qui est toujours le grand mot. Donc d'après le logiciel de pensée de ces intellectuels, les enfants doivent de 1 être libérés des adultes et de 2 avoir une vie intime. Bon, là vous vous dites sûrement qu'il faut être complètement détraqué pour penser à un truc pareil, mais à la fin des années 60, dans cet esprit de remise en question totale de la société, de « il est interdit d'interdire » et « il faut jouir sans entrave », la démonstration Freud-Marx, elle est logique. Elle est tellement logique que ceux qui s'y opposent, ceux qui considèrent que les enfants sont des êtres à protéger du monde adulte, eh bien c'est des méchants, c'est des bourreaux d'enfants, des réactionnaires. Alors bien évidemment, l'écrasante majorité de la population se fout de cette pseudo-démonstration philosophique. Pour eux, un enfant reste un enfant, et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, c'est une question de bon sens de considérer qu'un enfant n'a tout simplement pas l'expérience pour avoir les mêmes responsabilités qu'un adulte. Mais pour une certaine élite intellectuelle, sûrement aveuglée par leur combat politique ou tout simplement détraquée, bah ce bon sens vis-à-vis de l'enfant n'a tout simplement pas de sens. Pour eux, l'enfant est un adulte comme les autres et pourra entretenir des relations intimes avec des adultes comme les autres. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations... Mais alors là, une ou deux questions doivent vous brûler les lèvres. Qui pensait comme ça et comment ils ont pu répandre leurs idées pendant plus de 20 ans sans être inquiétés? Vous en faites pas, on va y répondre. Mais avant de rentrer dans ce bien triste volet de l'histoire intellectuelle de la gauche française, il faut que je vous parle d'une étude scientifique. Une horrible étude scientifique. Horrible parce qu'elle a servi pendant des décennies de justification à la prédation d'enfants. Hélas oui, une telle chose existe, parce que jusque-là on a vu sur quel principe philosophique la prédation d'enfants s'appuie, avec l'égalité entre l'enfant et l'adulte, on a vu la révolution culturelle qui a mis en application ces principes philosophiques, mais il y a encore autre chose que vous devez connaître pour la suite de la vidéo. Pour rendre la prédation d'enfants plus acceptable, la philosophie ne suffisait pas. Il fallait quelque chose de plus tangible, une science plus rigoureuse, et c'est justement là qu'intervient ce type. Practically nothing known about human sexual behavior in comparison with what we knew about the sexual behavior of other animals. Ce gars, c'est Alfred Kinsey. Et Alfred, il est chercheur sexologue. Mais à la différence de la plupart des chercheurs de son domaine, Alfred, il est complètement ravagé. Ah pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, si, le type est complètement dingo. Mais surtout, il est financé. Extrêmement bien financé. Derrière lui, il a l'une des plus grosses fondations d'investissement du monde, la fondation Rockefeller. Aidé par des millions de dollars de financement, Kinsey lance de grandes études sur la compréhension des habitudes sexuelles et ouvre même un centre de recherche en 1950, le Kinsey Institute. Bon, sur le principe, il n'y a pas de mal à faire des recherches sur ce domaine, bien au contraire même, car si je suis là à vous parler et si vous êtes là à m'écouter, c'est justement grâce à ce domaine particulier qu'étudie Kinsey. Donc plus on apprendra des choses dessus, mieux ce sera, n'est-ce pas? Sur le principe, oui, et ça, Kinsey, il en est convaincu. Mais le problème, c'est que Kinsey, il veut tout, mais alors vraiment tout étudier sur le sujet. Déjà, il part du postulat que des comportements considérés comme inacceptables comme l'inceste ou la prédation d'enfants sont en vérité beaucoup plus répandus que ce que l'État veut nous faire croire. Alors il part avec son équipe à la recherche de familles incestueuses et prédatrices à travers les États-Unis pour faire des études sur les enfants touchés par ces comportements. Ok, le sujet est affreusement glauque, mais ça reste un sujet d'étude louable si c'est pour aider les familles justement. Sauf que Kinsey, il va faire tout le contraire. En fait, son étude va le conduire à des comportements encore plus abominables. Dans le chapitre 5 de son sinistre rapport qui s'appelle « Développement et activité précoce », Kinsey cherche à démontrer que les enfants et même les nourrissons peuvent avoir une vie intime. Entre 317 et 2035 enfants seront utilisés pour son rapport et tous seront victimes de traitements que je préfère taire ici, mais tous laisseront des séquelles indélébiles sur ces enfants et surtout mériteraient d'être jugés le plus sévèrement possible. Mais le pire dans ce rapport, c'est qu'à la suite de ça, Kinsey, il va devenir une vraie petite star. En fait, ça sera la référence en matière de comportement intime. Les années qui suivent son étude, il sera accueilli dans toutes les grandes universités occidentales pour parler de ses recherches, et malgré les atrocités qu'il a fait subir à des milliers d'enfants, il sera quand même désigné comme le meilleur expert au monde de la sexualité. En 1970, aucun journal scolaire ou comité d'avocats ne considère les lois en lien avec la sexualité sans se référer à l'étude de Kinsey. D'après la Westlaw, la plus grande base de données légale, le rapport Kinsey a eu plus de 650 citations en moins de 20 ans. Je sais pas si vous imaginez ce que ça fait, mais c'est littéralement une référence absolue.
Pourtant, les revendications de Kinsey étaient très claires. Il militait pour le retrait total de la majorité sexuelle, pour une éducation de la vie intime dès l'entrée en maternelle, et d'encourager les enfants à développer ce genre de comportement le plus tôt possible. Of children, he said 100% are orgasmic from birth. Therefore, children can benefit from sex with adults and even incest, which is illegal. So we need to lower the age of consent. He was working toward making everything legal, but that's all right. Children need early explicit school sex education since they're from birth. Alfred Kinsey, c'est la caricature du militant prédateur, et son rapport et les conclusions qui en découlent ne vont pas s'arrêter aux frontières des États-Unis. Après avoir traversé l'Atlantique, ses recherches seront immédiatement traduites et feront le bonheur de tous les détraqués d'Europe et seront aussi le fondement même de la libération sexuelle de mai 68. Les intellectuels dont on va parler maintenant avaient tous connaissance de ce rapport et parlaient sous couvert des recherches de Kinsey. Et pour ceux qui me diraient « mais non, mais c'est dégueulasse, c'est pas moral », en fait, c'est le principe même. Je vous rappelle qu'il est interdit d'interdire et qu'il faut jouir sans entrave. Donc la morale, on s'en fout. Bon, maintenant qu'on sait le fondement idéologique et scientifique qui normalise la prédation d'enfants, je vous propose de descendre d'un étage et de voir qui a milité pour ces pratiques et comment ils s'y sont pris pour balancer leur saloperie sur tous les plateaux télé pendant plus de 20 ans. Les années 70 en France, c'est ça. L'économie tourne à plein régime, la France brille et à peu près tout le monde pense que demain sera mieux qu'hier. L'esprit de liberté qui domine les Français est presque visible, mais ce climat va faire sortir de leur boîte de vrais diables, prêts à tout pour banaliser leurs fantasmes criminels. C'est le cas de cet homme, René Scherrer. René, c'est un grand philosophe et professeur à l'université et il a ce qu'on appelle une aura. Quand il parle, on l'écoute, et s'il a pu écrire de grands textes sur les utopies par exemple, ce philosophe s'est toujours battu pour l'abolition de la majorité sexuelle. Et vous publiez aux éditions Lafon un pamphlet, il faut vraiment l'appeler pamphlet parce que c'est un pamphlet qui s'intitule Émile Perverti. Dans son livre Émile Perverti, sorti en 1974... Pardon, c'est quoi ce nom de bouquin ? Bref, dans son livre, il nous explique calmement que les relations intimes enfants-adultes sont extrêmement bénéfiques pour l'enfant et que ceux qui interdisent ça à leurs enfants, c'est des parents castrateurs. Je veux dire par là que ces instituteurs ont adopté une attitude à l'égard de l'enfant qui a renforcé auprès des familles cette idée de surveillance permanente, d'élimination de la sexualité, de contrôle. Effectivement, car pour lui la puberté est à 6 ans et non pas à 13 et que 6 ans, c'est l'âge idéal pour entamer des relations intimes avec un adulte. Ok, bon, c'est troublant, mais en vérité Scherrer n'a rien inventé. Dès 1967, après la parution de Notre Amour, où l'écrivain Roger Perfit raconte la formidable relation amoureuse qu'il entretient avec un petit garçon de 12 ans, Roger est invité à la télévision et voici ce qu'il déclare à la journaliste Françoise Giroud. Pour être singulier aujourd'hui, il faut dire toutes sortes d'autres choses. Mais madame, dire je je préfère les petits garçons aux dames, ça n'est véritablement pas Vous l'avez dit? Exactement. Préférer les petits garçons aux dames. Rien de scandaleux. Voilà, la pensée des intellectuels de mai 68. D'ailleurs, le philosophe René Scherrer a pour amant Guy Hockenheim. Et les deux hommes sont devenus amants très tôt. Forcément, ils sont devenus amants lorsque Guy n'avait que 14 ans et étudiait la philosophie avec son charmant professeur René, qui en avait 38 à l'époque. Ça me rappelle un président. Je sais pas pour vous. Guy est un militant communiste et en tant qu'homo, il se bat pour les droits homosexuels, mais pas seulement. Il se bat aussi pour la prédation d'enfants. Si on parle de l'avenir qu'on souhaite, en tout cas, on peut dire qu'on espère qu'il tend à une mixité croissante, à des relations de plus en plus mixtes, c'est-à-dire à des relations entre enfants et adultes, à des relations entre gens de même sexe. Notez quand même qu'aujourd'hui, associer homosexualité et prédation d'enfants, c'est dégueulasse et considéré à raison comme très homophobe. Eh bien, figurez-vous que dans les années 70, la quasi-totalité des mouvements gays sont pro-prédateurs. Gay-Pied, la revue homosexuelle imprimée par la Ligue communiste révolutionnaire et soutenue par le grand philosophe Michel Foucault, dont on parlera sûrement plus tard, a fait des centaines d'éditoriales en faveur de la prédation d'enfants. C'est aussi le cas de la première revue de prédateurs d'enfants, Petit Gredin, parue au début des années 80. Petit Gredin se revendique LA revue des relations intimes entre enfants et adultes et a été créée par le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, un mouvement gay de gauche tenu par Gilbert Villeroy et Gérard Bach, couple de militants homosexuels, mais surtout de militants prédateurs. On poursuit Jacques Girard, militant gay et historien qui considère à l'époque que le rejet de la prédation d'enfants était une nouvelle forme d'homophobie. Et c'était d'ailleurs le mot d'ordre de la revue Gay France, qui n'ont cessé d'inviter des sociologues qui expliquaient que, puisque des tribus aux quatre coins du monde pratiquent la prédation d'enfants, on devrait apprendre d'eux et nous aussi la pratiquer. Ça tombe sous le sens. Il y a vraiment un journal qui s'appelait Petit Gredin.
Et le truc horrible, si ça l'était pas déjà assez, c'est que quand au début des années 80, il y a ce couple, Benoît Lapouge et son compagnon Jean-Luc Pinard, qui vont dire « Bah en fait, nous on est homo, on n'est pas des prédateurs d'enfants, donc arrêtez de nous mélanger ». C'est le Parti communiste et les associations gays qui vont leur tomber dessus pour leur dire « Si vous mettez un pied aux événements gays, on vous pète la gueule ». Bizarre l'ambiance, bizarre. En fait, les prédateurs d'enfants ont remarqué qu'être homo était de moins en moins tabou en France, donc ils se sont dit « Si on associe la prédation et l'homosexualité, bah valoriser l'un va automatiquement valoriser l'autre. » Et le pire, c'est que ça a marché. Sous couvert d'un front commun communiste des opprimés contre des dominants, les prédateurs se sont tranquillement rangés dans la lutte politique des homos alors qu'en fait, c'est juste des criminels. Cela dit, c'est quand même bizarre que cette arnaque, cet esbrouf soit passé pendant 20 ans sans véritable rejet de la part ni des mouvements de gauche ni des mouvements homosexuels. Pour nous, il est inadmissible que pendant... Le cas de Daniel Cohn-Bendit est justement très intéressant à ce niveau. Daniel Cohn-Bendit, c'est le leader de mai 68, qui en a donné un petit surnom à l'époque, Danny le Rouge. Pourquoi le rouge? Parce que c'est la couleur des communistes et de la révolte. Donc Daniel est un militant politique, mais il a une autre activité. Mais allez, cette fois-ci, je vais être poli, je vais laisser l'intéressé parler directement de ce qu'il fait. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le jardin d'enfants ici. C'est le jardin d'enfants officiel de l'université de Francfort. C'est un jardin d'enfants qui se dit anti-autoritaire. Anti-autoritaire veut dire que les enfants non pas puissent faire ce qu'ils veulent, mais qu'on essaye de développer le plus possible l'autonomie des enfants. Ok, donc c'est une espèce d'école Montessori, c'est ça? Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, sexuels. Si je veux que la vidéo existe, je vais me passer de commentaires. Mais d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de commentaires. Le gars a écrit un livre en 75, il nous explique qu'il se fait ouvrir la barguette par des petits-enfants, et surtout son passage dans Apostrophe dans les années 80 est encore plus éloquent. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Bon, tout est sordide dans ce passage, que ce soit ce qui est dit ou les ricanements idiots des invités, mais ce qui est encore plus troublant, c'est que Cohn-Bendit n'a jamais été inquiété pour ça. Encore récemment, il conseille le président Macron et fait le tour des plateaux télé pour nous dire pour qui voter. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison quand un peuple vote pour l'extrême droite. Il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Bon, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de personnes individuelles et de groupes marginaux qui ont fait l'apologie de la prédation d'enfants. Mais maintenant, mettons le viseur sur des plus grosses entités, sur des grands médias extrêmement influents qui ont été les défenseurs de ces crimes. En tête, on commence avec du lourd, Libération, le journal de gauche par excellence qui a fait la promotion de la prédation d'enfants, l'un de ses chevaux de bataille pendant près de 30 ans. Dès 1973, alors que le journal est dirigé par le philosophe Jean-Paul Sartre, les relations entre enfants et adultes y sont fièrement défendues. Dans un article intitulé « Le de l'enfant, celui de l'adulte et leur échange », on y lit un témoignage de quelqu'un qui parle d'un week-end consacré à l'enfance. Voici ce qu'il nous dit. Nous avons parlé de relations intimes entre enfants et parents après qu'un père est devant nous tous et devant sa fille dit qu'il avait fait l'amour avec elle. On s'interrogeait par exemple s'il fallait faire l'amour devant ou avec ses gosses. Ah bah oui, logique, c'est exactement ce qu'on a envie de lire pendant son café le matin. Et ça, c'est rien par rapport à ce qui suit. Guy Hockenheim, l'amant du philosophe René Scherrer, dont on a déjà parlé juste avant, est également l'un des principaux journalistes à Libération. Là, je crois qu'on a débusqué une tanière de prédateurs, donc j'imagine que c'est logique qu'il y en ait plusieurs qui sortent. Bref, Guy va écrire un article avec Gilbert Villeroy, un condamné à 1 an de prison, où il décrira précisément ses relations avec des garçons prépubères de 10 ans. 10 ans. Et pour Jean-Luc Hennig, autre grand journaliste de Libé, pour lui 10 ans, ça fait trop. Il écrivait, lui, qu'à 4 ans, un enfant pouvait déjà avoir une vie intime avec un adulte. Libération était le repère de prédateurs, et d'ailleurs il s'en cachait pas. Au contraire, en 1977, quand Gérard Roussel eut un procès pour avoir eu des relations intimes avec une enfant de 7 ans, le journal lui fit une publicité pour son comité de soutien, avant de publier à de nombreuses reprises de petites annonces pour que des adultes trouvent des mineurs dispo. Libération, en fait, c'était un peu un mythique pour prédateurs d'enfants. Voici par exemple le genre de une qu'on pouvait voir chez Libération. Bon, je vais sûrement devoir la censurer, mais je vais essayer de vous la décrire.
Alors vous avez écrit en gros « Apprenons l'amour à nos enfants » et le dessin c'est une gamine entre 6 et 10 ans qui tient quelque chose dans la bouche. Je vous laisse deviner quoi. Oui, ce torchon était vendu librement et de grands philosophes ne voyaient vraiment pas le mal à ça parce qu'après tout, il est interdit d'interdire. La même année, en 77, Libération lance avec Le Monde, dont on va aussi parler, une grande tribune pour la défense de 3 prédateurs qui ont organisé des soirées avec des dizaines de prépubères. Et alors là, surprise, la tribune de soutien, au lieu d'être immédiatement supprimée, elle suscite un grand engouement chez les intellectuels de gauche. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Jacques Derrida, Simone de Beauvoir et j'en passe. En tout, c'est près d'une centaine de personnalités influentes qui se positionnent au nom de l'idéologie égalitaire pour l'autorisation des relations intimes avec les enfants. Et si la propagande de Libé n'était pas suffisante, Le Monde, fameux journal référence, y a aussi participé à cœur joie. Déjà dans sa rédaction, on a des gars comme lui, Christian Aignon, qui se vantait d'entretenir des relations avec des enfants entre 10 et 15 ans. C'est dans ce même journal que l'auteur Gabriel Matzneff, prédateur parmi les prédateurs, qui a fait de ses abus un sujet phare de ses ouvrages, était chroniqueur au Monde pendant plus de 5 ans. Il se vantera d'ailleurs d'avoir lancé la mode prédateur chez Le Monde. Quel repos la prostitution. Les gamines et les gamins qui couchent avec moi sans m'aimer, c'est-à-dire sans prétendre dévorer mon énergie. Et si la défense et la promotion de ces crimes ne sont pas déjà assez laids, la manière dont ils sont défendus le sont encore plus. La faille que vont exploiter ces médias pour promouvoir les prédateurs est l'affection du public pour les martyrs. En gros, ils vont jouer la carte de la victimisation à fond. On fabrique du prédateur sur mesure à jeter derrière les barreaux, comme on fabriquait les juifs à enfourner. Ou encore, les homos qui rejettent les prédateurs, c'est comme le noir qui dénonce le juif. Des phrases immondes qui ne cachent pas leur objectif, faire passer les prédateurs pour les nouveaux grands discriminés de leur temps, comme si la persécution qu'ils subissaient n'était pas du tout légitime. Mais ce que ces criminels ont oublié, c'est que les seules véritables victimes dans cette affaire, ce sont les enfants. Et ça, dans l'opinion publique, personne ne l'a jamais oublié. Face à toute cette propagande pro-prédateur, on peut se demander s'il y avait vraiment des adversaires publics qui s'opposaient à eux. Eh bien oui, il y en a eu, mais finalement assez peu, car face à cette armée d'intellectuels et de médias de gauche, il était dans ces milieux médiatiques et intellectuels plus dangereux de s'opposer publiquement aux prédateurs que de laisser ces criminels détourner des mineurs. Malgré tout, des ennemis, les prédateurs, ils en ont eu quelques-uns, et aussi curieux que ça puisse paraître aujourd'hui, les premiers ennemis de ces gens, c'étaient les religieux. Aujourd'hui, quand on parle de relations intimes enfants-adultes, beaucoup s'imaginent que les prêtres sont en tête de liste. Alors oui, il y a eu beaucoup de scandales dans l'église, mais en vérité, il y en a tout autant dans l'éducation nationale, c'est juste que ça fait moins scandale. Mais surtout, la vérité, c'est que la majorité des prêtres ont en horreur ces comportements. Pour rappel, les prêtres ont fait vœu de chasteté, ça veut dire qu'ils ont rejeté le fait d'avoir une vie intime avec une autre personne. De plus, ils considèrent que les enfants sont la pureté incarnée, ça veut dire que l'adulte qui s'allie à un enfant par ses actions perverses est un monstre, ni plus ni moins. Et d'ailleurs, c'est exactement l'un des combats du pape Jean-Paul II qui dénoncera la révolution culturelle de mai 68 en disant que c'est une destruction des repères moraux essentiels de l'humanité. Tout comme son successeur Benoît XVI, qui écrit dans son livre L'Occident en crise, craignait les dérives d'une société qui sacralise la liberté individuelle au détriment des plus vulnérables, notamment les enfants. Les autres ennemis avérés et sûrement les plus violents envers les prédateurs, c'est l'extrême droite. Dès le début des années 70, on a France Soir et Minute, qui sont 2 médias considérés souvent comme à l'extrême droite, qui vont sévèrement attaquer les prédateurs en les traitant de pourrisseurs de jeunesse et qu'il est abominable de laisser de tels débats avoir lieu en France. Minute y va encore plus fort, je les cite. Les articles qui défendent la prédation d'enfants sont autant de tissus d'immondices que ces avocats sont d'abominables crapules et ces prosélytes méritent les plus extrêmes châtiments. À savoir qu'au même moment, la peine capitale est encore d'actualité en France. Ça en dit long sur ce qu'ils en pensent. Un discours encore célèbre de Roger Olindre, bras droit de Jean-Marie Le Pen, est encore un peu célèbre, je vous en mets quelques extraits. Comme tout est parti à volo, on en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est d'overdose dans un bar en Belgique, c'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar, et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients. Et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, si nous étions au pouvoir, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte. Parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Des mots très crus mais qui résument assez bien le positionnement de beaucoup de Français vis-à-vis de ces pratiques. Pour René Scherrer, le philosophe prédateur, ces attaques étaient du pain béni car il s'en servait justement pour de la victimisation. Il disait que combattre les prédateurs d'enfants c'était un truc de facho, justement parce que ceux qui les combattent sont souvent anticommunistes. Imaginez à quel point le mec était barjot.
Enfin, les derniers ennemis publics de ces prédateurs, ce sont certainement les femmes, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que numériquement, la majorité écrasante des prédateurs sont des hommes. Ensuite, parce que dans leur rôle historique, les femmes sont plus sensibilisées à la protection des enfants. C'est elles qui remarquaient qu'un enfant était abusé beaucoup plus vite que les hommes. Enfin aussi parce que ce sont les féministes qui ont mis en avant la question du consentement, et qui dit consentement dit aussi consentement de l'enfant. C'est d'ailleurs une femme, l'auteure Denise Bombardier, qui dans une émission confronte le prédateur Matzneff. C'est parce que ce que nous raconte M. Matzneff dans un livre qui est très ennuyeux, M. Matzneff nous raconte qu'il s***ise des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles peuvent être folles d'un monsieur qui a un certain aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Ah ça y est, enfin les prédateurs sont exposés, les médias vont enfin pouvoir remettre ça en question, non? Bah non, pas du tout. Le journal Le Monde prend la défense de Matzneff et publie, une fois de plus, on voudrait juger un homme à l'aune des valeurs petites bourgeoises. La condamnation au nom de l'ordre moral est le meilleur moyen de ne rien comprendre. Ouvrons les yeux, l'amour aujourd'hui est orphelin. Matzneff affronte cette béance avec un courage de héros et une dignité de martyr. Les médias jouent toujours cette inversion avec le prédateur qui serait un héros martyr, les enfants qui seraient honorés par lui et ceux qui l'attaquent seraient des bourreaux. D'ailleurs, dès la semaine suivante, voici ce que déclare le grand auteur communiste Philippe Solers à propos de Denise Bombardier, la femme qui a critiqué Matzneff. La connasse qu'on vient d'entendre... Non, ça, on va encore avoir un procès. Ça fait rien. Je répète, la connasse qu'on vient d'entendre, qui est canadienne, je crois, qui les résonne comme ça à la télévision. Les prédateurs auront encore de beaux jours devant eux, et ça se voit encore plus dans le monde artistique. Comment ne pas s'attendrir devant la petite, devant ses yeux innocents, devant son sourire. Elle change depuis quelque temps, elle pousse la petite. Quoi de mieux pour un artiste que d'être contre la société, rebelle, anti-bourgeois et transgressif, et qui représente le mieux cet esprit anticonformiste que le prédateur d'enfants? Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi je suis obsédé carrément. Et puis je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me boire. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. J'ai fait une chanson, un jour qui s'appelle Petite, parce que tous les hommes de mon âge, en chiffres, je veux dire, à partir de 40 ans, je pense qu'il n'y a pas eu un homme qui n'ait un jour regardé une petite fille en train de devenir une femme avec l'œil de l'homme. On a aussi le cinéma dans lequel un certain nombre de films à caractère de prédation vont être tournés. Oh Dieu, elle est à peine venue au monde et la voilà prête à travailler. Et toi Fanny, tu avais 10 ans quand tu as commencé. Les enchères sont ouvertes, messieurs. On a le droit de regarder avant d'acheter. Jeune homme, regarde autant que tu veux, mais n'abîme pas la marchandise. Mais non content de tourner des films, un festival va être organisé autour du thème de la prédation à Paris en 1978. Oui, un festival. Bon, à l'origine c'était en faveur de l'homosexualité, mais bon, autant mélanger les genres et consacrer une journée entière à la prédation d'enfants, car après tout, c'est à peu près pareil, non? Et alors là, enfin le journal Le Monde a eu le courage de critiquer ce festival, et ils ont dit que les spectateurs n'avaient pas montré un enthousiasme suffisamment fort à l'égard des prédateurs. Heureusement, le militantisme prédateur n'a pas eu que des beaux jours. On compte surtout 2 scandales qui ont violemment entaché leur combat. Le premier, il a eu lieu en 1977, quand le réalisateur Roman Polanski, âgé de 43 ans, a drogué et agressé Samantha Gamer, une adolescente de 13 ans lors d'une séance photo. Condamné à de la prison aux États-Unis, ça aurait dû servir d'exemple à nous Français, mais pas du tout. Roman Polanski s'exile en France pour éviter la prison et surtout, il savait tellement bien que personne n'allait le saouler chez nous qu'il a pu continuer ses affaires avec des gamines. Mais bon, cette affaire va quand même pas mal choquer l'opinion publique en France, mais ce qui va définitivement dégoûter les Français de ces relations criminelles, c'est l'affaire des lieux de vie du Choral. Ok, on est à la fin des années 70 et des dizaines de jeunes signalent à la police des abus qu'ils ont subis dans un centre éducatif, le Choral. Le Choral, c'est un lieu de vie expérimental fondé en 1975 par différents militants de gauche pour tester des méthodes d'éducation libertaire et autogestionnaire. L'idée semble séduisante, n'est-ce pas? Trop cool, enfin des professeurs gentils. Dans les faits, le Choral sera un des lieux où les pires traitements seront infligés à des enfants, et pour bien plonger dans ce qui est crade et immoral, le Choral n'accueillait pas n'importe quel enfant. Les seuls admis là-bas, c'était soit des enfants handicapés, soit issus de foyers, donc souvent sans parents.
La police eut beaucoup de mal à enquêter car la pression qui était mise sur les policiers était très violente. Parce qu'entre des hauts fonctionnaires, des intellectuels, des artistes, en fait, ceux qui fréquentaient ce lieu de vie avaient un très gros réseau. Mais pendant des années, les plaintes des jeunes n'arrêtaient pas d'arriver aux policiers, alors le travail a été fait et ce qui a été découvert est atroce. Les enfants placés dans le corral étaient systématiquement abusés et prostitués à un réseau de prédateurs proches des milieux libertaires. Le réalisateur Bernard Alapetite, les auteurs Matzneff et Tony Duvert, mais aussi des politiques très influents comme Jean-Pierre Rosenzweig, conseiller au cabinet de la secrétaire d'État à la famille, et surtout le ministre de la Culture Jacques Lang. Dans le magazine de cette semaine, vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon. Ces enfants, tous vendus par le directeur du choral, Claude Sigala, proche du Parti Socialiste, a fait éclater un gros scandale et permis de mettre en lumière un autre visage de cette gauche libertaire, et surtout un autre visage sur les relations intimes entre enfants et adultes. Malgré tout, ce scandale n'aura pas mis un véritable coup d'arrêt à la promotion de ce genre de relations dans l'art ou les médias. Il faudra attendre la fin des années 90 pour que le mouvement homosexuel dresse une véritable frontière entre les prédateurs et le mouvement gay, et pour que les journaux Le Monde et Libération laissent tomber ce combat qui a été le leur pendant près de 30 ans. Est-ce que ça signifie pour autant que certains rédacteurs de ces médias actuellement ne partagent plus ces idées ? Probablement pas, mais au moins ils ne se permettent plus de les partager au monde entier. Bien qu'aujourd'hui la prédation d'enfants soit devenue tabou, dans les faits, presque chaque année des scandales éclatent et partout dans le monde, des réseaux sont démantelés. Récemment, les scandales du réseau Epstein avec son île où des adolescentes étaient prostituées à des invités, ou encore le rappeur P. Diddy et ses soirées où tout le monde était ouvertement prédateur. Et même actuellement en Angleterre où les grooming gangs, des gangs de Pakistanais, enlèvent et prostituent des adolescentes dans des foyers. Vous seriez même surpris d'apprendre qu'il existe encore aujourd'hui 2 journées mondiales qui sont programmées chaque année afin de défendre la cause des prédateurs. Le Alice's Day, le 25 avril, et la journée du Boy Love, le 21 juin, avec toutes les symboliques qui leur sont propres. Le fait que la prédation d'enfants soit devenue un tabou, c'est peut-être plus un problème qu'une solution. Mettre cette criminalité sous une chape de plomb ne l'a pas fait disparaître, loin de là. Mais ce que l'épisode de mai 68 et du militantisme de prédation qui a suivi nous apprend, c'est que certaines criminalités sont parfois commises au nom de certaines idéologies. Tout comme le nazisme conduit intrinsèquement au racisme, l'idéologie libertarienne décriminalise la prédation de mineurs et les font passer pour un progrès. Les enfants n'ont pas à subir les dérives d'idéologie politique. J'en profite aussi pour alerter sur les dérives du courant LGBT qui veut éduquer les enfants à l'intérieur des écoles. Ça vous choque là comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non. Vous êtes un monsieur? Non. Si. Et donc moi je suis un monsieur? Oui. Toi t'es quoi? Une fille. Pourquoi? Parce que... Vous me trouvez belle? L'autorisation de prise d'hormones pour des changements de genre à partir de 12 ans est aussi une forme de sexualisation de l'enfance et n'a pas lieu d'être dans nos pays civilisés. Les enfants ne sont pas des produits et encore moins des fétiches servant à défendre des théories politiques. Leur protection est une nécessité absolue pour l'avenir de notre pays et toute tentative de banalisation d'abus sur mineurs doit être sévèrement punie. Cette vidéo m'a conduit à beaucoup de recherches, donc si ça vous intéresse, toutes mes sources sont en description. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Sur ce, je vous laisse avec un passage du discours de Roger Hollindre et je vous dis à très bientôt. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer.